Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de démystifier ensemble le composant Security de Symfony. Donc c'est un composant qui fait assez peur parce qu'il a pas mal d'éléments qui interagissent ensemble et en plus de ça, il a récemment changé de fonctionnement avec la mise en place d'un nouveau système d'authenticateur. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir ensemble comment ça fonctionne. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer une application et j'ai juste fait un PHP bin/console make user et préparé un petit peu ma base de données. Mais pour l'instant, je n'ai pas du tout de système d'authentification. Donc la première étape en général, c'est de faire un petit coup de make hot histoire d'initialiser les choses. Donc au niveau de ma console, je vais faire un PHP bin/console make .hot. Donc tout de suite, il vous pose les questions classiques. Nous, on va créer un login form authenticator, histoire qu'on ait une petite base et que ça me permette d'avoir un support pour vous expliquer les choses. L'authenticator, on va l'appeler app authenticator. Et ensuite, on va choisir le security controller et on va mettre logout. Voilà. Donc si on regarde le security controller, on va voir qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a juste une route login où il peut récupérer éventuellement des erreurs d'authentification et le dernier nom d'utilisateur qui a été utilisé pour l'injecter dans le formulaire. Et au niveau de logout, on n'a carrément rien du tout. Donc la logique ne se situe pas dans le contrôleur. Elle se situe en fait dans l'authenticator. Donc un authenticator, il doit implémenter nécessairement une interface bien particulière qui est l'authenticator interface. Alors attention, si vous cherchez ça, alors à l'heure actuelle, on a deux interfaces, mais peut-être plus tard on en aura moins. On a l'authenticator interface qui se situe dans security-guard, donc ça c'est l'ancienne interface qui ne va plus être utilisée, et on a la nouvelle interface qui se situe dans le namespace security-http. Donc à l'intérieur de cette interface, on a 5 méthodes. Premièrement, c'est supports. Donc l'idée d'un authenticator, c'est que c'est lui qui va avoir comme responsabilité d'initialiser l'authentification. C'est-à-dire qu'il va vérifier est-ce que la requête est une requête d'authentification et ensuite il va commencer le début du processus. Donc supports va renvoyer true si on supporte l'authentification. Donc dans le cadre de notre app authenticator, on n'a pas de méthode supports parce qu'elle est dans la classe parent. Mais si on regarde, c'est très simple. Il regarde juste si la requête est de type post et que l'URL correspond à l'URL de login. Donc il vient se greffer automatiquement sur la requête de connexion. Ensuite, on doit implémenter une méthode authenticate qui va renvoyer un passeport ou quelque chose de type passport interface. Donc encore une fois, si on regarde l'authenticateur qui a été créé par le système de make, il récupère l'email depuis la requête, il sauvegarde cet email dans la session, donc ça c'est si jamais il y a une erreur d'authentification, ça permet de remettre l'email dans le champ, et ensuite il génère un passeport. Et c'est là où les choses se compliquent. On peut se dire, c'est pas très clair. Et en plus de ça, derrière, il utilise des badges. Alors, en fait, c'est un changement assez important dans le système d'authentification de Symfony. Avant, on avait tout le traitement qui se déroulait ici dans cette partie Authenticate. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un passeport qui va ensuite être vérifié par différentes méthodes. Donc, un passeport, cette classe-là, elle aura 3 paramètres. Un premier, c'est un badge qui correspond à l'utilisateur. Donc c'est un badge qui donne des informations sur l'utilisateur et notamment son identifiant. Donc nous, dans le système, on a choisi d'utiliser l'email comme identifiant. Donc il utilise un user badge avec l'email. Ensuite, on veut un système d'authentification. Donc on va lui passer un autre badge qui contiendra le mot de passe. Et après, en troisième paramètre, on peut lui passer des badges additionnels. Et on a notamment ici un badge pour lui dire attention, mais là il faudra valider le token CSRF. Si on regarde cette classe passport, on voit que donc on a ces 3 paramètres et surtout au final ça n'importe peu parce qu'il ne se contente que d'ajouter les badges directement dans ce passeport là. Donc on se retrouve finalement avec un objet qui contient 3 badges dans notre situation. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va avoir des listeners qui vont venir écouter le processus d'authentification, qui vont récupérer le passeport et vérifier les badges. Donc si on regarde par exemple le user checker listener. Donc c'est quelque chose qui se situe dans le namespace security-http dans la partie event listener. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer le passeport, il va vérifier est-ce que le passeport implémente une certaine interface, et ensuite il va envoyer au user checker l'utilisateur qu'il a récupéré depuis le badge. Donc il utilise le user badge qu'on en a passé. Si on regarde le check credentials listener, lui il est un petit peu plus compliqué, mais c'est le même principe. Il va récupérer le passeport, il va regarder est-ce qu'au niveau du passeport on a la bonne interface, il récupère l'utilisateur et il récupère aussi le badge password credentials. Une fois qu'il a ces informations-là, il va valider que le mot de passe est correct.
De la même manière, on a le CSRF Protection Listener qui va faire la même chose. Ça va récupérer le passeport, récupérer le badge qui correspond au token CSRF et ensuite valider la requête. Donc ça, c'est très intéressant parce que finalement, si jamais on souhaite rajouter des fonctionnements au niveau de notre authentification, on peut rajouter des nouveaux badges à notre système d'authentification et des listeners qui vont venir valider justement la valeur de ces badges-là. Donc ça crée quelque chose qui est beaucoup plus flexible, mais c'est vrai que la terminologie est un petit peu particulière parce que on a cette notion de passeport et de badge. Mais vous pouvez imaginer ça vraiment comme quand vous entrez dans un aéroport, on vous demande votre passeport. Et en fonction des badges que vous avez dessus, on peut vous imposer des vérifications plus ou moins poussées. Mais c'est le même principe. Voilà pourquoi ils ont utilisé cette terminologie-là. Donc après, dans notre interface, on a un Create Authenticated Token. Donc ça permet de créer un token qui va ensuite être sauvegardé dans la session. Et on a deux méthodes, une qui permet de gérer ce qu'on doit faire lorsqu'on a un succès et une qui doit gérer ce que l'on doit faire lorsqu'on a un échec de connexion. Donc si on revient dans notre app Authenticator, la partie qui crée le token, elle n'existe pas ici, elle est dans la classe parent. Elle n'est pas dans le abstract login form, mais elle est dans le abstract Authenticator. Et là, on voit qu'il crée le Authenticated Token, qui est quelque chose de type Post-Authenticated Token et qui va contenir des informations. Et pour les parties succès et échec, dans le cas d'un échec, on redirige vers la page de connexion, donc ça c'est très simple. Et dans le cas d'un succès, on va pouvoir lui dire de rediriger vers une page particulière. Donc nous, par exemple, on va le rediriger vers la home. Donc voilà comment fonctionne un authenticator. Donc le rôle d'un authenticator, c'est simplement d'intercepter la requête et ensuite de définir et de créer un passeport avec les informations nécessaires. Si on regarde le security.yaml, cet authenticator est enregistré au niveau des pare-feux. Dans le pare-feu principal, on a un custom authenticator et on utilise notre authenticator ici. On a aussi un autre élément qui est le user provider. Donc là, on a vu qu'on avait la possibilité de définir des informations concernant l'utilisateur dans le passeport. Le problème, c'est que nous, on doit lier ça à une base de données. Donc le user provider, c'est un système qui va permettre, à partir justement des credentials, de renvoyer un utilisateur. Donc si on regarde le user repository, on va voir que ce user repository, il implémente certaines interfaces et à l'intérieur, il implémente une password upgrader interface qui est utilisée par le système. Si on veut regarder un petit peu plus en profondeur ce qui se passe, on peut regarder le entity user provider. C'est ce provider qui est utilisé au niveau de notre security.yaml. On lui précise ici, je crée ce provider-là, donc là c'est un nom arbitraire. Je choisis d'utiliser le entity user provider et je lui passe des informations. Ce que fait ce provider, c'est qu'à partir de différentes informations, il va récupérer l'utilisateur. Si on lui donne l'identifiant, qui est passé dans le user badge notamment, il va récupérer les choses. Il crée le repository, il va regarder si on a une propriété qui est passée, donc c'est est-ce qu'on a une propriété ici, et si on a une propriété, il va faire simplement un find one by. Si on choisissait dans notre security.yaml de ne pas mettre de propriété, notre repository pourrait implémenter la user loader interface pour expliquer comment charger un utilisateur. Et dans ce cas-là, il faudrait qu'il implémente une méthode load user by identifier pour pouvoir récupérer l'utilisateur. Et une fois qu'on a cet utilisateur, il le renvoie. Donc le principe du provider, c'est simplement à partir de l'identifiant de renvoyer un utilisateur. Et par défaut, celui qui est chargé lorsqu'on fait un make hot, c'est le provider qui utilise le système de repository et la base de données. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se connecter au niveau de notre application. Je fais se connecter, je vais rentrer les informations et on va taper 1, 2, 3, 4. Tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce qu'il fait dans la session. Donc je vais aller regarder notre home controller et on va faire du bon vieux PHP. On va faire un petit session start. Donc ça, on ne le fera jamais dans une application Symfony, mais c'est juste pour vous montrer comment il sauvegarde les choses. Et ensuite, je vais débugger cette session. Donc on voit qu'on a sfmeta et sfattribute. Donc sfmeta, ça contient des informations qui ne nous intéressent pas. Et on a ici dans les sf2 attributes, un attribute qui concerne le CSRF, donc ça on s'en fiche. Le security last username, donc ça c'est ce qu'on avait sauvegardé dans la session au moment de notre authenticator à ce niveau-là. Donc ça permet de re-remplir le formulaire en cas d'échec. Et ensuite, on a Security Main qui contient des données sérialisées. Donc on va les désérialiser. Donc pour cela, dans ma session, je vais récupérer la clé qui correspond à SF2 Attributes. Et ensuite, à l'intérieur, je vais récupérer le Security Main.
Donc ça a l'air d'être des données sérialisées, donc je vais utiliser un unserialize. Et lorsque je réactualise, voilà ce que ça me donne. Ça me donne un post-authentication token, donc c'est le même token que celui qui était créé lorsqu'on avait regardé la classe dont héritait notre app Authenticator. Donc là, hop, c'était post-authentication token. Donc lorsqu'une authentification s'est correctement faite, on a un create authenticated token qui est créé. Cet authenticated token, il reçoit le paramètre et le nom du firewall. Si je regarde à ce niveau-là, on a bien le firewall name qui est sauvegardé. Et ensuite, bon, il ne sauvegarde pas le passeport, mais il sauvegarde l'utilisateur. Donc il a directement en session une instance de l'utilisateur. Alors attention, ce n'est pas quelque chose qui provient de la base de données, ça peut être quelque chose qui est d'ailleurs même périmé. Mais voilà, ça contient les informations de base d'un utilisateur. Et ensuite, on a les rôles de l'utilisateur pour savoir s'il a le droit ou non de faire les choses. Donc je vais fermer ça, enfin désactiver cette partie debug, mais c'est pour vous montrer comment Symfony sauvegarde les informations et persiste l'utilisateur lors de la navigation. Il a tout simplement utilisé la session. Lorsque vous rechargez une page, il récupère l'utilisateur depuis la base de données. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Blackfire qui permet de débugger un petit peu un processus PHP et je l'ai lancé sur une page d'accueil pour comprendre un petit peu ce qui se passe lorsque je fais un getUser. Si je descends un petit peu, ici, on est dans notre home controller et je fais un appel à getUser. Et vous voyez ce qui se passe, il fait un refresh user. En fait, on a vu que dans ce post-authentication token, on a une version sérialisée de l'utilisateur. Le problème, c'est que cet utilisateur a peut-être été changé depuis le chargement de la page. Donc refresh user, c'est une méthode qui est dans le entity user provider qui va permettre de rafraîchir l'utilisateur. Si je regarde, cette méthode existe. Il regarde est-ce que la classe implémente les bonnes choses. Il va prendre le user provider. Il va regarder si notre repository implémente cette interface-là. Si c'est le cas, dans ce cas-là, il refresh l'utilisateur. Sinon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va refaire un find pour récupérer l'utilisateur à partir de son ID, tout simplement. Donc à chaque fois que vous récupérez l'utilisateur au niveau de Symfony, il va faire un refresh user pour récupérer l'utilisateur depuis la base de données. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ça. Donc voilà pour le principe d'Authenticator de manière générale et le système de token et de passeport. Alors maintenant, imaginons qu'on veut faire quelque chose un petit peu bête. On s'imagine un système de connexion complètement foireux. Donc là, je me déconnecte, ou je peux faire quelque chose comme ça. J'aimerais bien me connecter en mettant hot égale 1. 1 étant l'ID de mon utilisateur. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément quelque chose que l'on veut faire, mais c'est pour vous montrer comment créer un authenticateur personnalisé. Donc on crée une nouvelle classe. Cette classe, on va l'appeler Stupid Authenticator, parce qu'il ne faut jamais faire ça. À l'intérieur, on peut étendre du Abstract Authenticator si on ne veut pas avoir à implémenter la méthode Create Authenticated Token. Et tout de suite, je vais rajouter les méthodes dont j'ai besoin, donc Authenticate, Supports et OnFailure et OnSuccess. À ce niveau-là, au niveau du support, je vais lui dire, on va authentifier l'utilisateur si dans ma requête, au niveau des query parameters, j'ai auth. Ensuite, j'ai le authenticate. Donc, dans cet authenticate, je vais récupérer le user ID et je vais faire un request query et je vais récupérer donc auth. Maintenant, je peux créer mon passeport. Alors, le problème, c'est que moi, je veux directement authentifier l'utilisateur et j'ai pas forcément envie de lui passer un mot de passe. Donc dans ce cas-là, vous avez un autre type de passeport qui est un self-validating passport. Donc ça, c'est un passeport qui n'a pas besoin de valider des credentials, il se valide tout seul. Si on regarde la signature de cette méthode-là, on a simplement le user badge et ensuite le tableau de badge supplémentaire. Bon, au final, ça correspond à la même chose, c'est toujours un passeport avec des choses à l'intérieur. C'est juste que la signature de la méthode et du constructeur change. Et là, on va lui passer donc un user badge et on lui passera le credentials. Alors là, on est un petit peu embêté parce que le credentials, il ne va pas vraiment fonctionner, étant donné que normalement, c'est censé être l'email. Si vous voulez changer les paramètres, ça peut être compliqué. Heureusement, ce user badge, il peut prendre un second paramètre qui est un callable, qui est un loader pour charger l'utilisateur. Donc dans notre cas, on va lui dire, en premier paramètre, je te donne le user ID, et en second paramètre, je vais te passer une fonction qui prendra en paramètre du coup une chaîne de caractères qui sera le user ID, et cette fonction, elle aura pour objectif de retourner l'utilisateur.
Donc nous, dans notre cas, on va avoir besoin du user repository. Donc je vais définir dans mon constructeur la dépendance à user repository. J'initialise cette propriété. Donc vu que je suis sur PHP 8, je peux directement écrire ça. Je trouve ça très pratique. Et maintenant, je vais lui dire à ce niveau-là de faire un return this user repository et je trouve l'utilisateur qui correspond à cet ID-là. Voilà. Et si vous voulez écrire les choses encore plus vite, vous pouvez faire ça, hop, mettre une petite flèche et voilà, hop, hop, hop. Comme ça rentre sur une ligne. Les gens qui font du JavaScript adoreront ça. Maintenant, lorsque l'authentification a bien réussi, je vais retourner nul, c'est-à-dire que je laisse le reste du processus se faire convenablement. Et dans le cas où l'authentification foire, je pourrais rediriger vers quelque chose. Là, je choisis de ne rien faire, donc je returne nul aussi. Si maintenant je le souhaite, je peux utiliser cet authenticator supplémentaire dans ma partie security.yml. Plutôt que de n'avoir qu'un seul authenticator, je mets celui-ci et je mets ensuite l'autre qui est donc mon stupide authenticator. Je réactualise ma page avec auth égale 1 et on voit que je suis bien connecté. Donc même si la terminologie est un peu particulière, je trouve que ce système d'authentification avec ce système de passeport est finalement plutôt simple à utiliser. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un contrôleur qui empêche les utilisateurs non connectés d'y accéder. Donc on va faire un coup de PHP bin/console, on va créer un contrôleur et ce contrôleur, on va l'appeler DemoController. À l'intérieur, je vais tout simplement bloquer l'accès aux gens et il faut un rôle particulier qui va s'appeler démo, ça n'a pas d'importance. Donc je vais me déconnecter, hop, et je vais essayer d'accéder à démo/démo. Et on le voit, je suis tout de suite redirigé vers la partie login. Alors pourquoi on a ça? Parce qu'un de nos authenticators, ici spécifiquement le App Authenticator, il étend du Abstract Login Authenticator qui implémente une interface bien particulière qui est la Authentication Entry Point Interface. À l'intérieur de cette interface, on va avoir juste une méthode start qui permet d'indiquer comment on doit démarrer justement le processus d'authentification. Si on revient au niveau de notre Abstract Login Authenticator, voilà ce que fait Start. Il récupère l'URL de login et il redirige vers cette URL-là. Donc lorsque l'utilisateur n'est pas authentifié et essaie d'accéder à une ressource bien particulière, l'authenticator qui fonctionne comme un entry point est utilisé et décide quoi faire. Sachant qu'il ne peut y avoir qu'un seul entry point, donc vous n'avez qu'un seul authenticator qui est responsable de tout. Si vous souhaitez changer cet entry point ou si jamais vous avez des problèmes de collision, plusieurs authenticators qui ont chacun leur entry point, vous pouvez préciser ici entry point et le composant qui est responsable de l'entry point. Donc nous, dans notre cas, c'est notre app authenticator, mais vous pourriez avoir une classe complètement dédiée à la gestion du point d'entrée. Donc ça peut être utile si vous avez à la fois un système qui permet quelque chose via une API et via un formulaire de login. Ça permet de choisir la bonne réponse en fonction de la situation. Je vous déconseille de l'avoir au niveau de l'authenticator parce que vous aurez peut-être un authenticateur pour l'API et un authenticateur pour le formulaire. Donc mieux vaut bien séparer les choses. Alors maintenant, on va parler du problème des blocages. Par exemple, vous avez envie de bloquer l'utilisateur en fonction de différentes situations. Donc on pourrait être tenté de modifier le user provider, donc le entity user provider, pour pouvoir rajouter des conditions particulières. Mais il faut savoir que par défaut, Symfony dispose d'une classe qui permet de gérer ça, ce sont des checkers. Donc on s'imagine que maintenant, on bloque les John. John n'ont plus le droit de se connecter. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le dossier security, on va aller créer une nouvelle classe et on va l'appeler noJohnUserChecker. Cette classe, elle va devoir implémenter une interface bien particulière qui est la UserCheckerInterface. Cette interface, elle a deux méthodes. Une méthode qui s'appelle checkPreAuth qui va permettre de valider les choses avant l'authentification et checkPostAuth qui va permettre de valider les choses après l'authentification. Donc c'est ce que l'on avait vu lorsqu'on a regardé le User Checker Listener. Hop là, User Checker Listener. On a deux méthodes, une pre-check credentials qui va valider les choses avant l'authentification et une post-check après l'authentification. Et à chaque fois, ça appelle ces méthodes checkPostAuth et checkPreAuth. Donc nous, dans notre cas, si on veut gérer vraiment toutes les situations, il faudra implémenter les choses dans les deux méthodes. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faire une fonction privée, checkAuth. Voilà, là on va utiliser la user interface, voilà, et à l'intérieur, on va lui dire, j'ai envie de faire un return
this checkout. Et je lui passe l'utilisateur. Comme ça, vous avez le même comportement, quelle que soit la situation. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'identifiant qui est l'email et vérifier que l'email ne contient pas John. Donc on va lui dire if string underscore contains, ça contient au niveau de l'identifieur John. Ben dans ce cas-là, je veux renvoyer une new custom message account status exception. Donc ça, c'est une nouvelle exception qui a été rajoutée récemment qui permet d'indiquer des erreurs d'authentification. Et là, on met pas de John sur le site. C'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Voilà. Et dans le cas contraire, on laisse le reste se dérouler. Et il me souligne ici en jaune parce que j'ai pas besoin de return, effectivement. Une fois que ce checker est créé, je peux le définir dans mon security.yml. Je peux ici avoir un user underscore checker et je vais lui préciser que je vais utiliser la classe qui se situe dans app security et on va l'appeler noJohn. Hop là, noJohn user checker. Et vous pouvez aussi avoir comme ça plusieurs user checkers qui peuvent être utilisés pour valider vos utilisateurs. Si j'essaie de me connecter avec john1@do.fr, que je tape mon mot de passe, on a bien le message d'erreur qui dit pas de John sur ce site. Si vous avez besoin de valider des informations qui proviennent de l'utilisateur, faites attention. Vous avez au niveau de ce checker-là simplement quelque chose qui est de type user interface. Donc il faudra valider en lui disant si l'utilisateur n'est pas une instance de user. Dans ce cas-là, je return, je laisse le reste s'exécuter. Et dans le reste de mon code, je sais que maintenant user est de type user et je peux utiliser les informations qui sont à l'intérieur. Donc notamment le getEmail, tout ça. Et ça va donner ici le même résultat parce que quand ça essaie d'identifier un utilisateur, ça prend bien un utilisateur particulier. Enfin, le dernier point, c'est la gestion des messages d'erreur. Donc par exemple, lorsque j'essaie d'accéder à Démo. Alors je vais déjà désactiver mon user checker parce que j'ai envie de me connecter finalement. J'ai envie d'autoriser les John sur mon site. Donc je vais retaper 1, 2, 3, 4. Là, j'ai un access denied. Donc on voit que par défaut, ça a été capturé par Symfony qui a géré ça avec un petit message d'erreur comme ça. Et dans le cadre d'une application classique, on aurait une erreur présentée par Symfony. Si vous voulez capturer ces exceptions-là, vous pouvez créer un access denied handler qui va permettre de gérer les cas de access denied et d'agir en fonction. Donc, encore une fois, dans ma partie security, je vais créer une nouvelle classe. On va l'appeler access denied handler. Donc ça, c'est ce qui vous permet de créer basiquement des jolies pages. Et on va implémenter une interface particulière qui est l'interface Access Denied Handler Interface. Denied, voilà. Cette interface, elle n'a qu'une seule méthode qui est handle. Elle prend la requête et l'exception de type Access Denied. Et en fonction de quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez retourner un new JSON response en mettant Access Denied. Et on mettrait OK. Enfin, là, ça n'a pas vraiment de sens, mais voilà. Et hop, je retourne ma réponse. Je peux récupérer des informations depuis la request ou récupérer des informations depuis l'exception et même les utiliser au niveau de notre réponse. Maintenant que c'est créé, dans mon security.yml, je vais aller rajouter un access denied handler et je vais mettre le app security access denied handler. Et si j'essaie de réactualiser ma page, j'ai bien un JSON qui va contenir les informations. Donc là encore une fois, si vous voulez répondre convenablement en fonction de la situation, le Access Denied Handler qui est par défaut dans Symfony, je crois qu'il répond tout de suite avec une page HTML. Moi, dans le cadre d'une API, j'ai peut-être envie de répondre différemment et dans ce cas-là, créer un Access Denied Handler personnalisé permet de donner des réponses qui sont un petit peu plus évocatrices pour les systèmes qui vont travailler avec votre application. Et voilà, je vous ai expliqué ici les différents composants qui constituent le système d'authentification de Symfony. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ça fonctionne de la manière suivante. Donc le point d'entrée, ça va être l'authenticator. L'authenticator, il a pour objectif d'intercepter des requêtes et d'authentifier l'utilisateur avec un système de passeport. Ensuite, on a le système de passeport qui va être passé par différents listeners qui sont au sein du composant security, donc on n'a pas à y toucher, et qui vont se charger de la logique. La partie qui est visible pour nous, c'est la manière de récupérer les utilisateurs depuis la base de données à partir de l'identifiant. Et ça, c'est défini dans la partie Providers. Donc par défaut, on a l'Entity Provider qui est plutôt pratique.
On a vu qu'on peut choisir la propriété à utiliser comme identifiant ou on peut utiliser nous-mêmes notre propre système avec le repository qui implémenterait certaines méthodes. Ensuite, l'utilisateur est sauvegardé en base de données grâce à un token, donc ça utilise par défaut le Post Authentication Token, et lorsque on récupère l'utilisateur, on a un refresh qui se fait grâce encore une fois à notre provider. Donc vous pouvez évidemment changer le fonctionnement interne en changeant le système de token et tout ça, mais voilà comment ça fonctionne de base, et en général on n'a pas trop à y toucher. On a la possibilité de définir l'entry point qui va être utilisé, donc ça c'est lorsqu'un utilisateur n'est pas authentifié, on peut intercepter la requête. Donc ça, c'est pour lorsqu'un utilisateur n'est pas authentifié, on intercepte cette requête et on peut le rediriger vers un formulaire de connexion ou lui afficher une réponse particulière pour lui indiquer ce qui ne se passe pas correctement. Ensuite, on a les user checkers qui vont permettre de valider l'utilisateur avant ou après une authentification et qui sont utilisés par le user checker listener pour vérifier si l'utilisateur a le droit ou non de se connecter au site. Enfin, le dernier point que l'on a vu ensemble, c'est le Access Denied Handler qui permet de gérer le type de retour à avoir lorsqu'on a une erreur d'accès. Donc au-delà de ces différents composants, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le processus d'authentification et bien comprendre que notre authenticator va générer un passeport qui va ensuite être utilisé par différents listeners qui vont écouter des événements liés à l'authentification et qui vont valider justement ce passeport ou non et indiquer à l'authenticator si tout s'est bien déroulé. Et l'authenticator a comme rôle de dire quoi faire en cas de succès et comment générer un token qui va ensuite être sauvegardé en session. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, vous aurez maintenant une meilleure compréhension du processus général d'authentification et de sécurisation de Symfony. Donc n'hésitez pas, lorsque vous avez des problèmes avec des librairies, lorsque vous avez du mal à comprendre les choses, à faire ce travail-là, d'essayer de comprendre ce qui se passe en interne. Moi, ce que je fais en général, c'est que, par exemple, ce qui s'est passé dans le cadre de cette nouvelle version, j'ai trouvé ce passport ici, j'ai trouvé ce user badge et ce passport credentials, et tout de suite, ce que je fais, c'est que je recherche les utilisations qui sont faites de cette classe-là, pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne en interne. Et c'est ça qui m'a permis de découvrir que, par exemple, le password credentials était utilisé dans ce listener-là. Et en lisant le code, ça me permet d'avoir une meilleure compréhension des outils. Ne restez pas avec des approximations, parce que si vous ne comprenez pas trop bien comment se passent les choses, c'est là en général que ça mène à pas mal de problèmes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez d'autres composants que vous aimeriez bien que j'explore un petit peu plus en profondeur, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!